Bonsoir ou bonjour, où que vous soyez. Cette émission est une émission un peu spéciale qui n'était pas prévue. Nous sommes dans les locaux de l'association Au Village à Massy, où je viens de faire une visite guidée. Et parmi les personnes présentes, j'ai eu l'honneur d'avoir donc Monsieur Gérard Lebas. Certains parmi vous qui ont connu, on va dire, une certaine ufologie du début des années 2000 doivent se rappeler de Monsieur Gérard Lebas, qui a été entre autres responsable des repas ufologiques de Paris et à qui on doit également un ouvrage qui s'appelle Les ovnis au Maroc. Voilà, également. exactement. Et puis à qui aussi on doit un événement que c'était à Châlons-en-Champagne. Oui, exactement. En 2005, En 2005. nous avions organisé des rencontres européennes. Donc, c'est devenu une manifestation, si on peut dire, une des plus importantes au monde. On a eu plus de 10 000 visiteurs, il y a eu une centaine de journalistes sur place, 200 personnalités du monde ufologique, dont des gens venus de 18 pays. Donc, c'était quelque chose d'important à l'époque. Je crois que ça l'est toujours parce que hier, quand j'ai dit à quelqu'un que vous alliez être présent, cette personne que je salue m'a dit à quel point elle avait été marquée par ce week-end à Châlons-en-Champagne en 2005, qu'elle ne pouvait pas l'oublier parce que c'était un événement exceptionnel et que c'était quelque chose qui était gravé dans sa mémoire. Il y avait ça et puis il y avait le colloque à la Sorbonne co-organisé par Sarah Witheim en novembre 2023, là, plus récent. Et c'était deux événements qui l'avaient marqué. Et quand même, je pense que d'abord bonsoir. Bonsoir. On s'est pas dit bonsoir. On est rentré dans le vif du sujet comme ça, voilà. Et puis bon, il y a des gens qui nous écoutent dans la salle, qui sont derrière. Vous ne les voyez pas, mais qui nous écoutent effectivement, tranquillement, dans ce lieu associatif que j'affectionne beaucoup. C'est un lieu qui est tenu par Max. L'association est présidée par Max. Il y a également Chris que je salue, et c'est un lieu où il y a beaucoup d'événements culturels également. J'y ai moi-même chanté, j'y rechante d'ailleurs le 22 mai avec notre camarade Charlotte Grenat. Gérard Lebas, vous êtes revenu du Maroc, c'est ça? Oui, c'est vrai, je suis revenu du Maroc, mais je suis passé par le Portugal entre-temps. Oui. J'ai passé 12 ans au Maroc, 10 ans au Portugal. Et là, le retour en France, il est définitif. Et voilà, je reviens en France. Avec l'âge, il faut quand même se stabiliser près des hôpitaux. On a des séquelles de la vie. Et à ce niveau-là, mieux vaut être sur la France. Ah oui, donc au Maroc et au Portugal, c'est pas ça? Ah, c'est pas le même niveau tout de même. Non. Ah bon? D'accord, je pensais, je sais pas, j'avais pas de... Non, il y a des établissements, je veux dire, qui sont bien, mais en règle générale, il y a tout de même, disons, le top, c'est quand même sur la France, il n'y a pas de problème. D'accord, mais c'est intéressant. Surtout que j'ai des problèmes, disons, de jambes et tout ça, qui sont importants. J'ai subi plusieurs opérations, y compris la colonne et tout ça, donc... après de 80 ans, ma foi, il faut se stabiliser et revenir sur la France. Mais alors justement, maintenant que vous êtes retourné en France, je suppose que vous avez quand même... je suppose que vous avez suivi un peu l'actualité internationale, y compris sur le sujet UAP, sur le sujet OVNI. Vous êtes au courant des auditions des lanceurs d'alerte au Congrès aux États-Unis. Vous devez être au courant de ces disparitions des 11 scientifiques il n'y a pas longtemps, de tous ces gens qui parlent à droite à gauche, y compris au Brésil, au Japon, de toutes ces initiatives. Alors, vous êtes, je le dis poliment, sans me moquer, vous êtes un vieux de la vieille. Quel regard vous portez sur la façon dont ce sujet est perçu actuellement? Vous disiez en off que les choses avaient vraiment changé par rapport à la fin des années 60. Oui, par rapport à la fin des années 60, évidemment que il y a eu une évolution dans la perception du phénomène dans le grand public, dans le public en général, où on admet à l'heure actuelle
plus facilement l'existence éventuelle du phénomène OVNI et puis éventuellement donc de la présence d'une vie extraterrestre dans l'univers. C'est admis beaucoup plus facilement à l'heure actuelle. D'ailleurs, il y a beaucoup de scientifiques qui s'intéressent au sujet et il y a des programmes à l'échelon mondial lancés dans ce domaine. Donc c'est un fait. Dans les années 60, il y a très peu de scientifiques, pour dire pas, quelques exceptions, s'intéressaient au phénomène OVNI et ne voulaient surtout pas en entendre parler. C'est plus le cas aujourd'hui. Vous avez l'impression qu'on revient de loin? On a évolué. Le public a évolué. Les gens ont évolué dans leur perception de l'univers, de la vie, et on admet, on admet plus facilement aujourd'hui ne pas être les seuls dans l'univers. Mais vous croyez quand même que, parce qu'il y a plusieurs courants de pensée qui s'opposent, il y a ceux qui pensent que ce genre d'information passe crème, et il y a d'autres qui pensent qu'au contraire, ça ne, auprès d'une partie de l'opinion, ça ne passe pas, ce n'est pas envisageable. Est-ce que vous pensez que l'humanité, entre guillemets, est prête, ou que quoi qu'il arrive, ça va quand même créer un avant et un après si les choses sont de plus en plus confirmées? Voilà, c'est surtout aux États-Unis où on parle de divulgation, comme si demain on allait comme s'il y avait une urgence. Découvrir oui. que la réalité du phénomène. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi cette urgence selon vous? Pourquoi cette urgence? Pourquoi ce sentiment parce qu'il n'est pas propre aux États-Unis, hein? Non, mais c'est essentiellement aux États-Unis que l'on parle justement de tous ces secrets qui seraient gardés par l'armée américaine. Et ça, on ne retrouve pas ce type d'information dans d'autres pays où... Ou alors ils font la rétention. La Chine et la Russie ont fait de la rétention. Puis d'ailleurs, il y a des scientifiques chinois qui ont disparu aussi. Oui, il y a des scientifiques chinois, mais moi, justement, puisque comme je le disais, je m'intéresse quand même de près au phénomène. Chaque jour, je publie donc sur 3 blogs des informations sur le phénomène OVNI, à l'heure actuelle depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années même. Et là, on s'aperçoit que sur la Chine, on a tiré un petit peu... c'est un peu tiré par les cheveux. C'est-à-dire qu'il y a quand même, sur la majorité des cas, des explications. Donc on a fait un certain amalgame avec ce qui se passe aussi aux États-Unis. Aux États-Unis, là effectivement, il y a des disparitions qui seraient certainement explicables par l'intervention je dirais, non pas des extraterrestres, loin de là, mais des services secrets. Mais quand même, est-ce que le fait que... Et je pense aux États-Unis, tout comme en France, comme dans d'autres pays, il y a rétention de documents, absolument, je suis tout à fait d'accord. Il y a des documents qui ne sont pas encore publiés, dont on n'évoque pas, mais je ne pense pas que demain, on arrivera à nous montrer ces fameux ovnis de la zone 51 qui seraient gardés au secret. Est-ce que le fait que... Là, rien ne le prouve. C'est difficile de s'avancer dans ce domaine. Et est-ce que le fait que les États-Unis, il y a quelque chose qu'on ne dit pas, c'est finalement la primauté des États-Unis sur ce sujet-là, est-ce que c'est pas tout simplement parce que la plupart des autres pays ont laissé la patate chaude aux États-Unis? Non, dans les autres pays, c'est une approche beaucoup plus scientifique. Que ce soit en France, avec le GEPAN, donc, que ce soit en Allemagne, avec des groupes particuliers, ou en Italie, il y a des groupes ufologiques très structurés, le CISU notamment, qui s'intéressent de près aux problèmes et sous un angle scientifique. Alors, tandis qu'aux États-Unis, c'est abordé sous un autre angle. Des associations qui abordent le phénomène sous l'angle scientifique, il y en a, je dirais, très peu. Où ils n'ont pas la notoriété de ce qu'on a en France par rapport à la France, et surtout il y a un côté commercial derrière. Et tous les acteurs actuels ont un intérêt. Lorsque l'on fait des conférences les dernières entre 500 et 900 euros pour 2 ou 3 jours, ma foi, on a du mal à comprendre. En France, ça se fait pas. On n'aborde pas le sujet sous le même angle. Et c'est peut-être un tort en France, cela dit. Alors, il n'y a peut-être pas besoin d'aller jusqu'à 900 euros le week-end, mais c'est peut-être un tort en termes de... On en discutait avec Janice Charot la dernière fois, de MUFON France,
il y a peut-être eu cette idée pendant trop longtemps du tout gratuit dans le milieu de l'ufologie, et qui n'a pas forcément porté chance aux ufologues aussi. Parce que dans d'autres domaines, dans d'autres disciplines, il y avait une conscience de la valeur du travail que les gens faisaient, et une conscience que peut-être les personnes pouvaient se professionnalisé ou semi-professionnalisé, ce qui n'est pas le cas pour le moment de l'ufologie en France. Et on rappellera que Jacques Vallée, bon, qui est français, mais il s'est professionnalisé aux États-Unis. Oui, absolument. Donc il y a quand même, alors sans aller jusqu'au week-end à 900 € par mois, pas 900 € le week-end, il y a peut-être un juste milieu à trouver. Oui, c'est sûr, en France, c'est vrai que tout dans le milieu ufologique devait être gratuit. Les associations ne font pas souvent pas payer les entrées ou très peu, et donc évidemment qu'ils n'ont aucune ressource, ils n'ont pas les ressources nécessaires de façon à vraiment vivre, à refaire d'autres activités, à mener d'autres enquêtes, des investigations, tout ça, parce que ça a un impact en fait matériel. Il faut dire qu'à l'heure actuelle, les enquêteurs qui vont sur le terrain, il y en a pratiquement plus. Alors on salue au passage Anne Lespioc qui était intervenue sur une autre émission de UAP Afrique il y a quelques semaines, qui est enquêtrice sur le terrain. Alors, pour revenir à cet ouvrage, moi ce qui m'intéresse, avec Samson Mawololo, qui est togolais, donc avec Samson Mawololo, nous avons participé à la création de la chaîne UAP Afrique et du média uapafrique.com. Et j'étais attentif, il y a très très peu d'ouvrages en langue française sur les ovnis sur le continent africain. L'Afrique c'est grand, l'Afrique ça va justement du Maroc à l'Afrique du Sud. Je dirais même que même en Afrique il y en a très peu. Il va y avoir les ouvrages de Cynthia en Sud-Afrique. Les ouvrages sont très rares. C'est tout. Très rares. C'est tout, il y a très peu d'ouvrages. Les choses ont changé. Alors, les choses ont changé quand même. Je pense que vous êtes au courant qu'il y a quand même eu depuis 2023 au moins 5 ouvrages en français sur les ovnis en Afrique, puisqu'il y a eu donc l'ouvrage de Samson Mawololo. Bon, moi j'avais écrit la question des ovnis en Afrique centrale, Gabon et de Congo. Jean-François Hobsommer qui a écrit aussi sur le sujet. Tristan Routier qui habite au Cameroun et qui a publié son rapport d'analyse de 275 cas en Afrique. Donc maintenant, ça y est, les choses sur le continent, en tout cas dans la francophonie africaine, changent. Ça, c'est une excellente nouvelle. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes amené à écrire un bouquin et à publier un bouquin sur les ovnis au Maroc? C'est tout simple, c'est parce que je suis allé habiter au Maroc pendant un certain nombre d'années, et à partir de ce moment-là, m'intéressant au phénomène OVNI, donc j'ai commencé par faire un certain nombre à faire un catalogue, et ensuite je suis intervenu sur un certain nombre de forums au Maroc, et là j'ai trouvé des témoins. Et j'ai eu d'autres témoins via mon entourage, et donc j'ai eu l'occasion de faire un certain nombre d'enquêtes au Maroc sur le phénomène au cours des 12 années que je suis resté là-bas, et le tout, ma foi, il était publié tout d'abord donc sur Internet, comme il y est toujours, revu et augmenté d'ailleurs depuis la version 2025, qui est publiée l'année dernière, qui est accessible d'ailleurs sur Internet, et largement augmentée, l'équivalent de 700 pages. Donc c'est quand même le résultat d'un travail important. Je l'ai aussi augmenté d'ailleurs par un certain nombre de cas d'Afrique, Tunisie, disons concernant l'Afrique, ces dernières années. L'Afrique du Nord et l'Afrique, toute l'Afrique en général. Ah, vous avez parce que ce sont des gens qui m'ont contacté au fil des années, et j'ai donc approfondi leur cas, de façon à ce qu'elles soient répertoriées, et le seul moyen, si on peut dire, de les publier, c'est de les publier sur les sites dont je m'occupe. Il y a 3 sites, et donc dans l'ouvrage, qui est en PDF d'ailleurs aussi, disponible sur OVNI Maroc, sur OVNI et UAP Info, etc. Et il y a plusieurs sites qui répertorient tout ce que j'ai pu faire sur le phénomène OVNI au Maroc, et donc en Afrique via
contact vers des personnes qui m'ont contacté et de façon à ce que ça reste demeure pas inconnu. J'ai publié tout cela. Et quel est le témoignage qui vous a le plus marqué lors de ces années au Maroc, justement? Si vous deviez deux faits qui vous ont marqué. Oui, au Maroc, j'ai surtout travaillé les cas les plus importants. Et lesquels? Parce que nous, la plupart des gens ne les connaissent pas. Notamment un cas qui s'est déroulé au lac Takersut, qui fait état de l'observation d'un objet qui arrive donc dans le lointain et qui s'approche et plonge dans le lac, mais il ressort aussitôt et disparaît à grande vitesse. Donc c'est une description complète de cette observation. Et dans d'autres cas, il y a des cas enfin j'ai plus le nom en tête exactement. C'est un berger qui a vu passer un objet à l'horizon, et donc ça l'a déjà étonné. C'était à quelques milliers de mètres, et il pouvait pas donner la distance exacte. C'est un cas qui a été relevé quelques années après, évidemment. C'est rarement, on apprend rarement des cas récents. C'est dommage d'ailleurs, mais enfin, les gens, lorsqu'ils sont témoins de quelque chose, ils savent pas où s'adresser, évidemment. Et c'est par hasard qu'on tombe dessus par la suite. Et donc ce berger, par la famille, j'ai réussi à le contacter, à le voir, via quelqu'un qui traduisait, évidemment. C'était dans la campagne. Et donc il a vu cet objet passer, et il a vu un second passer en zigzagant par la suite. Donc deux observations en une, en deux mots, sont des cas intéressants parce que le témoignage, le témoin, il n'y a rien qui fait dire qu'il aurait menti. D'ailleurs, son observation est connue dans la famille depuis 10, 15 ans, 20 ans, j'ai plus la date exacte, et donc là, il n'y a pas de trafic. Après, j'ai aussi eu un cas, c'est un des seuls cas d'ailleurs, avec atterrissage que j'avais pu récupérer, qui s'est déroulé non loin de Marrakech, mais vraiment dans la campagne, à une 50aine de kilomètres de Marrakech. Et là, ce sont c'est dans la ferme, dans un village isolé. Il y a que la ferme, il n'y a qu'une maison, avec des dépendances. Comment on fait? On rajoute toujours des pièces. Et donc ça fait tout un ensemble. Et là, vers 2h, 3h du matin, le chef de famille est réveillé par l'aboiement des chiens. Bon, il y a odeur, donc il va voir une petite fenêtre, une petite lucarne, qui est vraiment petite d'ailleurs, et là il aperçoit un objet qui décrit comme étant en forme de soucoupe posé sur un pied central, et il voit partir vers cet objet, venant comme s'il venait de sa fenêtre, mais l'observation a lieu à quinzaine de mètres, vingtaine de mètres, et il voit partir dans la direction de l'objet deux silhouettes. Il faisait nuit, mais pas une nuit noire, et il distingue quand même deux silhouettes, et ils sont partis en direction de l'objet, et il les a pas vus monter dedans, mais l'objet, quelques instants plus tard, est parti à grande vitesse. C'était en quelle année ? C'est un des cas, je pense que c'est à la fin des années 60, dans ces eaux-là. Sauf si je me rappelle bien. J'ai pas les dates en tête, hein. Mais c'est un cas assez ancien. Hein. Malheureusement, des cas récents, j'en ai trouvé un à Air Rachidia. Ça s'est déroulé, la personne habitait en France. Hein. C'était la femme d'un Marocain, et elle était en France à ce moment-là, et elle tombe sur notre site, et comme son mari lui avait parlé par téléphone, comme quoi il avait observé un gigantesque objet au-dessus de Rachidia, avec multicolores, vraiment de toutes les couleurs,
et cet objet est resté relativement longtemps en place et après est parti. Donc ça, c'est un cas, il est de 2015 à peu près, au moment où j'ai enquêté, quelques temps après, vraiment quelques mois. Et là, c'est un des rares cas où j'ai pu avoir un cas tout récent. En général, on apprend les cas par un tel qui sait que il y a son grand-père de la famille, c'est bon, il y a le problème de langue aussi. Hein. Oui. Dans les campagnes, les gens ne parlent pas déjà certains ne parlent pas l'arabe courant. C'est encore au dialecte local. Et donc, moi-même, je parle pas l'arabe, donc je passe toujours par des intermédiaires. Pas de problème. Vous ne le parlez pas du tout, parce que vous avez vécu plusieurs années, mais vous l'avez pas... Quelques mots, mais vous ne savez pas... Je peux pas parler. Non, je parle pas l'arabe. On peut pas dire qu'on parle l'arabe en parlant de quelques mots. Mais vous ne savez pas... Est-ce que vous savez, par exemple, comment on dit ovni en arabe, ou est-ce qu'il y a quelque chose... Il n'y a pas de mot spécifique, non, il n'y a d'objet spécifique. Après... Alien ou extraterrestre, il n'y a pas une traduction? Peut-être il y a peut-être une traduction d'extraterrestre, évidemment, mais ça, je ne connais pas particulièrement. Bon, j'avais toujours des gens qui sont cultivés, qui connaissent aussi un peu le problème OVNI, qui venaient traduire avec moi. Donc, des Marocains. Des Marocains, voilà, des gens sur place. Oui, j'ai toujours des contacts. D'ailleurs, j'avais organisé sur Marrakech donc des repas ufologiques à cette époque-là. Malheureusement, ces repas, ça ne fonctionne pas parce que les gens n'ont pas les moyens déjà de se déplacer, et même de payer des fois un repas, quelque chose. Hein. Donc, même des simples réunions, même chez moi, il y a un problème de transport. Il y a que les gens qui ont des moyens, mais ces gens-là sont intéressés par leur boulot. Et donc, rarement, pour le phénomène OVNI, il y a très peu. Si, c'est arrivé d'avoir des réunions avec un chef d'entreprise, une grosse entreprise sur Marrakech, mais c'est pas la majorité des gens qui me contactent, c'est des gens qui, déjà, des fois, ils peuvent pas venir, et ils n'ont pas les moyens, ou alors, s'ils viennent, ils vont pas venir régulièrement. Donc, avoir une équipe régulière, je ne suis pas parvenu à le faire. Pourtant, j'ai des soutiens médiatiques par les forums, etc. J'ai des centaines de contacts locaux du Maroc, mais les gens ne peuvent pas venir. Ça ne fonctionne pas. C'est un problème qu'on retrouve. Les réunions, ça ne fonctionne pas. C'est un problème qu'on retrouve également avec Daniel Mapan et les repas ufologiques de Douala. Ils rencontrent les mêmes. Oui, c'est pareil. Les mêmes difficultés. Peut-être que tout simplement ce modèle, il faut le penser autrement. Peut-être qu'il n'est plus viable, même en France. Oui, il faut faire évoluer. Évidemment, il faut changer la formule. Il n'y a pas de mystère. Mais après, l'adapter tel qu'on le fait en France dans d'autres pays, non. Pour ça, j'avais simplifié en faisant même les réunions chez moi et tout. Et bon, il y a 4 kilomètres, et il y a très peu de gens qui les font. Puis bon, il y a très peu de gens aussi qui s'intéressent au phénomène aussi. Donc, mes contacts étaient aux quatre coins du Maroc. Et donc très peu pouvaient venir chez moi. Donc ils venaient un par un, si on peut dire, et on discutait, et puis voilà. Et ils se documentaient. Et d'ailleurs, en général, ce sont des gens qui cherchent à en savoir un peu plus parce que ils ont entendu parler, ils ont vu une émission à la télévision sur le sujet. S'ils regardent tout de même les télévisions françaises, dans certains cas, certaines personnes évidemment. Et c'est ces gens-là qui effectivement peuvent avoir des connaissances d'une personne qui est encore au village, qui est à la campagne, et qui a fait des observations. Qui a fait une observation intéressante. Après des points lumineux, je dirais que j'en ai des centaines. Hein. Oui, ça c'est encore autre chose. Mais des cas intéressants, il y en a très peu, en France aussi, hein, d'ailleurs. Mais j'ai réussi à trouver quand même, je crois que j'ai fait une quinzaine d'enquêtes sur 10 ans, quoi, même à peine 10 ans. Donc c'est déjà pas mal. Est-ce qu'on connaît l'attitude du pouvoir marocain ou de l'armée marocaine sur ce sujet? L'attitude, ça les intéresse pas du tout. Ils n'ont pas les moyens, il y a d'autres chats à fouetter, si on peut dire. C'est comme dans tous les pays sous-développés. Déjà, on parle pas du phénomène OVNI dans la presse, c'est très rare. Moi, j'ai vu avoir des rendez-vous avec des journalistes de certains grands magazines, hein, et puis ils sont pas venus, ils viennent pas.
Ils viennent pas parce que eux, ils veulent lancer le programme, mais seulement ça passe pas au niveau disons de la rédaction, du rédacteur en chef. Pourquoi? Parce que le sujet OVNI était, disons, il était quand même un peu tabou. Donc, et pourquoi il est tabou là-bas? Pourquoi il serait tabou là-bas? Parce que, bon, au Maroc, on a les gens, le peuple, hein, les gens en général, ont quand même pas, pour eux, le phénomène OVNI ou des êtres qui peuvent voir, tout ça. Bon, c'est ce qu'on retrouve dans la religion, c'est-à-dire ce sont des djinns, des créatures maléfiques ou bénéfiques, enfin, il y a un peu tout. Donc très peu vont s'y intéresser, et c'est pour ça que dans la presse, on traite rarement ce sujet-là. C'est vraiment très très rare. Et j'ai vu, bon, j'ai passé, il y a quand même un certain nombre d'articles qui ont passé sur l'ouvrage, sur le bouquin, sur les repas de Marrakech, mais il y en a d'autres qui n'ont jamais abouti, et on devine les raisons, parce que les contacts étaient emballés et tout, après ils peuvent pas aller plus loin. On vous a fait quelques pressions, quelques remontrances, quelques mises en garde à l'époque où vous étiez au Maroc? Il faut être très prudent, effectivement. Un jour, lors d'une personnalité de la ville qui était venue pour discuter du phénomène OVNI, il m'a mis en garde surtout de pas en parler, pas faire du bruit sur l'association, spécifiquement sur les OVNI, et donc de rester en retrait. Évidemment que, personnellement, même si c'était en France, c'était pas mon pays, je suis qu'un invité, et à partir de ce moment-là, bon, je vais pas aller enquêter auprès de la gendarmerie, des bases militaires ou d'autres administrations. Tous les témoins d'ailleurs par sécurité sont anonymes. Hein. Je change les noms de façon à ce qu'ils soient pas inquiétés, parce que on ne sait jamais. Vu les avertissements qu'on a pu me donner, il est évident qu'il faut être quand même sur ses gardes, il ne faut pas aller trop loin. Donc toutes les enquêtes sont faites vraiment de gré à gré. Vous avez eu quand même, parmi les témoins, à tout hasard, vous avez eu des pilotes marocains, des militaires marocains, des policiers marocains Des policiers, oui, des pilotes, non. Okay. Des policiers, oui. Et même d'ailleurs, un fameux cas d'un type dans le nord du Maroc qui se disait contacté, bon, j'avais déjà entendu parler, on sait très bien que ça tenait pas debout, et qui a été pris son observation, son cas a été pris en compte par une association canadienne, donc il était heureux de ça, et donc le Canada m'a demandé d'enquêter sur lui, de voir ce qu'il en était. Alors donc moi je lui ai simplement dit bon, j'ai un ami de la police, de la police marocaine, et il va venir avec moi et on va vous interviewer de façon à faire une enquête sur votre observation, hein, sur votre cas. Et là, il n'y a jamais eu de contact. Hein. Donc ça peut être intéressant d'avoir des relations, disons, un peu plus officielles, même si c'est utilisé sans le dire, sans les nommer, sans donner les grades, sans donner les noms. Alors c'est problématique. C'est pas du tout. On réagit pas dans ces pays comme en France. Donc, Et alors bon, là vous avez parlé ce qu'on appelle un contacté, mais est-ce que vous avez eu des cas d'abduction au Maroc? Non, je suis pas tombé sur des cas de genre-là. J'ai juste eu connaissance au Maroc même, que ce cas de contacté, qui paraît pas sérieux. De toute façon, on enquêtait, on approfondit, et d'ailleurs, c'est prouvé par le fait qu'il n'a jamais donné de suite. Alors peut-être qu'il a eu peur de la police, tout simplement. Voilà, exactement. Peut-être qu'il avait vraiment vécu quelque chose et qu'il avait peur de la police, non? Oui, mais s'il avait
s'il avait été témoin, puisqu'il en parle dans d'autres lieux, s'il avait été témoin, s'il avait eu les contacts qu'il dit avoir eu, et c'est pas ça qui leur aurait fait peur. Mais c'est la réalité. Oui. Donc, je comprends. À ce niveau-là, je pense pas. Oui. Est-ce que vous envisagez de traduire cet ouvrage qui est régulièrement mis à jour, Les OVNIs au Maroc? Est-ce que vous pensez le traduire en arabe? Non, je pense pas. Déjà, je sais qu'avec les moyens modernes maintenant, avec Amazon et tout ça, il n'y a aucun souci. On peut en faire une adaptation dans une autre langue sans problème. Et même depuis la publication de l'ouvrage, c'est 2014. Oui, oui. Donc c'est déjà très ancien. Oui, mais les versions que j'ai à l'heure actuelle, ils font le double de pages. Donc, oui, mais pourquoi ça ne serait pas justement pour le public arabophone? Oui, mais personnellement, disons, ça m'intéresse pas. Trop de boulot. Oui. Et puis, bon, maintenant, j'ai quand même arrêté de m'occuper de beaucoup de choses au niveau OVNI. Hein, oui. Donc, puis avec l'âge, on ne peut plus, hein, de toute façon. Est-ce que vous avez l'impression, justement, vous dites que vous vous éloignez un petit peu, est-ce que vous avez l'impression qu'actuellement, est-ce que vous voyez des gens est-ce que vous pensez que des gens ont repris le flambeau, que des gens continuent? Est-ce que, en France, hein, je parle pas de ce qui se passe aux États-Unis, au Brésil ou au Japon. Je parle vraiment de la France. Est-ce que il y a des choses qui vous marquent, des choses qui vous font tilt dans la situation actuelle? Oui, non, mais la situation actuelle, par rapport à 2013, 2014, ces eaux-là où j'ai vraiment tout arrêté, il y a toute une nouvelle génération d'ufologues qui sont nés et qui ont repris le flambeau et ça fonctionne bien. On le voit sur les sites internet, on les voit intervenir aussi donc sur les plateaux de télévision. Donc il y a une relève qui s'est mise en place. Est-ce que certains vous contactent? Est-ce que même dans la rue on vous reconnaît pour le travail que vous avez fait? Non, même pas. J'ai pas je ne sais eu pas. Une notoriété. Dans l'ufologie, après les contacts, régulièrement, des gens m'écrivent. Oui, ça, à ce niveau-là. Il y a un lien qui est toujours là. Voilà, oui, il y a toujours. Y compris des témoins. Oui, il y a tellement de choses à publier. C'est ça. Et y compris des témoins. Ça peut arriver, oui. Ça arrive, bon, rarement ces derniers temps, c'est vrai, mais c'est arrivé régulièrement, autrement, oui. Oui, des observations plus anciennes à tout moment. C'est là que je puise disons, certaines enquêtes qui sont publiées, notamment tous les cas sur l'Afrique. Il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a 3 ou 4, mais j'avais repris également d'autres cas que j'ai plus approfondis. Et là, ce sont des contacts par mail, hein, tout simplement à partir des écrits que j'ai faits. Après, en France, pareil, régulièrement, il y a des gens quand même qui contactent par rapport à des écrits anciens, quoi. Ça, c'est court, oui, ça arrive. Vous avez eu l'occasion de travailler un petit peu justement au niveau des archives avec le Sceau. Oui, je connais très bien. Le Sceau existait déjà quand j'ai arrêté, disons. Je connais toute l'équipe du Sceau depuis. On leur dit bonjour. Depuis l'origine. Et c'est un travail exceptionnel qu'ils font. C'est quelque chose qui est je dirais pas unique au monde, hein, mais en France, c'est unique en France. C'est unique en Europe, je pense. Il y a la Suède. Il y a la Suède, aux États-Unis, je crois qu'il y a aussi un organisme. Oui. Mais pour l'Europe, a priori, la France et la Suède. Mais pour la France, c'est quelque chose qui fonctionne bien, c'est quelque chose de sérieux, et donc c'est vrai, c'est un bon travail. On arrive à la fin, ça passe vite le temps. L'humain que vous êtes, l'homme que vous êtes, l'humain que vous êtes, qu'est-ce que vous êtes... D'abord, est-ce que vous avez une attente? Et surtout, qu'est-ce que vous avez comme attente par rapport à la question alien, en fait, simplement, dans des années qui viennent, à moyen terme, quand on voit ce processus de divulgation accéléré, quelle est votre attente ou quelle est votre intuition sur ce qui se passe? Dans l'avenir, on ne la connaît pas, mais le phénomène OVNI étant une base, et
et d'autre part, les études qui sont entreprises au niveau de la vie dans l'univers, étant la deuxième base, le tout se confondant, on peut espérer, à plus ou moins court terme, ou plus ou moins long terme, on ne peut pas savoir le délai, qu'on va mettre en évidence, disons, l'existence de la vie dans l'univers, et la possibilité aussi de se déplacer dans notre univers, ce qui pose un problème à l'heure actuelle en fonction de nos connaissances. Il faut le dire, sont quand même encore très limitées par rapport à d'éventuelles civilisations qui sont aptes à se déplacer dans l'univers par des moyens que l'on ne connaît pas. Et là, on va évoluer de ce côté-là, on va découvrir des nouveaux moyens de déplacement. Ça, c'est l'avenir, c'est sûr. Et on va certainement aussi à terme pouvoir prouver l'existence de la vie dans l'univers. Et donc, par déduction, d'éventuels extraterrestres qui pourraient nous visiter. Et quant à s'ils nous aient visités, ça c'est possible. Et par contre, à ce qu'ils soient parmi nous, c'est une autre étape. Et là, il n'y a vraiment aucune preuve. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Et je vous rappelle donc que Gérard Lebas a sorti cet ouvrage qui s'appelle donc Les OVNIs au Maroc, il y a plusieurs années, qui est régulièrement actualisé. Puis alors un petit clin d'œil aux personnes qui sont dans le public. Vous pouvez applaudir, il n'y a pas de problème, vous hésitez. Merci à vous, ça fait plaisir. Et évidemment, vous pouvez toujours soutenir UAP Afrique sur Tipeee. Et un clin d'œil, évidemment, donc à Samson Maoulolo, à Tristan Routier, à Marie-Angélique, à Mandiaï Diallo, à Jackie Moifo, à Stéphane Royer et aux autres intervenants dont j'oublie les noms ou futurs intervenants sur la chaîne. Prenez soin de vous, à très vite.